Hello les creepers. Comme promis, voici la vidéo FAQ. J'imagine que certains sont déjà déçus de l'apparence que j'ai choisi de me donner pour cette FAQ. Je leur dirai seulement de rester jusqu'à la fin, vous pourriez avoir une surprise. En préambule, je souhaite vous remercier pour le nombre de questions que vous m'avez communiquées. J'avoue avoir été surpris par leur nombre et leur pertinence. Je les ai toutes lues, sans exception. Bien évidemment, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. De plus, il y a certaines choses que je garderai secrètes, pour conserver une part de mystère autour de moi et de la chaîne. J'aurais également souhaité vous nommer individuellement à chacune des questions, mais j'ai dû faire le choix de les synthétiser et de les regrouper pour rendre la vidéo moins difficile à suivre. Encore merci à vous. Enfin, si vous êtes attentif durant la vidéo, vous pourrez découvrir un indice vous permettant de gagner le jeu Outlast sur Steam, offert généreusement par un abonné du nom de Edzukan, que je remercie grandement. J'ai découpé la vidéo en 4 thèmes: qui est derrière Creepy Machine, pourquoi avoir créé la chaîne Creepy Machine et comment je travaille autour de celle-ci, ce que j'aime, mes croyances, mes peurs, mon vécu, et enfin, l'avenir de la chaîne et la conclusion. Allez, c'est parti. Je pense que tout le monde connaît la signification du mot creepy, qui veut dire en anglais terrifiant ou effrayant. Pour le mot machine, j'avais en tête à la création de la chaîne d'endosser le rôle d'un narrateur quelque peu dépersonnalisé, voire déshumanisé, afin que le contenu soit l'élément central de la chaîne et non mon personnage. L'idée de machine m'est alors venue. Quand j'ai eu cette idée, j'ai également pensé au personnage du film 8 mm, un film plutôt moyen au passage, où l'on accompagne un enquêteur qui suit les traces d'un réseau qui réaliserait des snuff movies. Le protagoniste de ces vidéos plutôt horribles est surnommé Machine. Je vous rassure, le lien avec le film 8 mm se limite seulement à un emprunt de surnom. J'ai longtemps réfléchi à cet aspect de dépersonnalisation et de déshumanisation de mon personnage, je pense avoir trouvé aujourd'hui un juste milieu, ni trop ni pas assez. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous devez avoir compris que je dépassais légèrement la trentaine. Je vis en France, en Aquitaine. Alors l'univers de la chaîne et mon métier n'ont absolument aucun lien. J'irai d'ailleurs heureusement puisque sans trop rentrer dans les détails, je travaille dans le secteur social et associatif où j'accompagne, conseille, aide des personnes en situation de handicap et ou en grande difficulté sociale. C'est un boulot que j'aime qui m'a amené à rencontrer des personnes formidables, d'une force incroyable, malgré tous les événements difficiles qu'elles avaient pu traverser. Bref, j'aime ce que je fais et je suis heureux à ma petite échelle de pouvoir apporter un peu de soutien à des personnes qui n'en ont pas toujours eu. Si vous êtes attentif et que vous suivez assidûment Creepy Machine, vous avez dû remarquer que l'on pouvait voir de temps en temps dans mes vidéos une personne de manière récurrente. Eh bien c'est moi, comme sur la photo de profil d'ailleurs. Concernant ma voix, bien que je sois surpris que certains se posent la question, il y a bien un petit effet qui me paraît assez évident, et que j'ai ajusté au fur et à mesure des vidéos. Un parti pris assumé dès le début de la chaîne, toujours dans l'objectif de déshumaniser quelque peu ma voix et mon personnage. Eh bien, je pense que cela a commencé durant ma préadolescence et mon adolescence où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma d'horreur. Dans un premier temps, attiré par les films plutôt spectaculaires et sanglants, je me suis finalement plutôt dirigé vers des films d'ambiance et des livres d'épouvante plutôt psychologiques. Les plus de 30 ans s'en souviendront peut-être, mais dans les années 90 sur M6, il y avait les Jeudis de l'angoisse, qui passaient comme son nom l'indique tous les jeudis soirs après 22h30. C'était une soirée thématique où nous avions droit à un bon film d'horreur, souvent culte. On a eu Candyman, Freddy, Carrie et le bal du diable, et j'en passe. Des films que je regardais bien évidemment en cachette, histoire de me la péter un petit peu le lendemain auprès des copains. Je suis tombé un jour sur le non moins cultissime L'Exorciste, et j'ai sincèrement rarement autant flippé, et ce pour une seule et unique raison, la voix de Pazuzu, le démon qui possède la jeune Regan. J'ai fait une nuit blanche. Avec le recul, et après l'avoir vu plusieurs fois depuis, je vous rassure, j'en rigole désormais. J'imagine que les jeunes actuels sont sans doute moins impressionnables, seulement à l'époque pour un gamin c'était vraiment quelque chose ce film. Je pense donc que le point de départ est ici. Ce ne sont pas les images de films d'épouvante pouvant heurter ma sensibilité qui m'ont touché, mais une simple voix, super creepy, qui m'a hanté pendant plusieurs jours. C'est à partir de là que j'ai pris conscience que la peur était quelque chose de très complexe et subjectif, ce qui la rendait puissante, mais également passionnante. Paradoxalement, je ne suis pas un fan de films, de jeux ou de livres gore ou sanglants, et surtout quand le propos se limite juste à cela. Je pense par exemple au film Hostel ou à la saga des Sceaux, malgré un bon premier film. Je reçois parfois des messages me demandant les adresses des sites les plus horribles que je connaisse. Je sais que j'en ai déçu plus d'un en leur répondant, mais je ne vais pas sur des sites ni ne regarde de vidéos d'accidents ou d'autres choses sûrement bien plus horribles. Je n'en connais donc pas.
Sans porter du jugement, je n'y trouve aucun intérêt ni aucun plaisir, puisque cela ne fait pas partie de ce qui m'intéresse dans l'horreur, l'épouvante, la peur et l'étrange. Ces types de sites sont donc assez éloignés de ma philosophie et de ce qui m'intéresse dans l'univers du creepy. Finalement et malheureusement, allumer ma télévision pendant le journal de 20h me suffit amplement. J'apprécie malgré tout le gore grand guignolesque à la Branded ou à la Evil Dead, puisque l'on est dans un second degré assumé ou alors une forme de gore qui appuie le propos d'une histoire, comme dans La Mouche de Cronenberg ou Alien de Ridley Scott. Finalement, je suis bien plus sensible aux ambiances, aux personnages et à leurs histoires, à la folie, à l'étrange, au mystère, à l'indicible, et à la fameuse inquiétante étrangeté, où l'ordinaire devient inquiétant, et ce, dans tout type de médias. Un film qui illustre plutôt bien ses idées et qui pour le coup répond parfaitement à mes attentes, alors qu'on ne peut pas vraiment le qualifier de film d'horreur, c'est L'échelle de Jacob, un univers où se chevauchent le familier et l'inquiétant, les cauchemars et la vie réelle. Enfin, cet intérêt pour l'étrange et la peur renvoie forcément à un moment ou à un autre au paranormal, aux légendes et aux mystères. Je reviendrai plus particulièrement sur cet aspect un peu plus tard dans la vidéo. Sur ces questions privées, je resterai plutôt évasif. Sachez seulement qu'en effet, j'ai une vie de famille. Concernant mon travail sur Creepy Machine, cela ne les intéresse pas outre mesure. Cela ne les inquiète pas non plus puisqu'ils savent que je suis quelqu'un d'équilibré qui a également bien d'autres centres d'intérêt. Comme beaucoup d'entre vous, je présume, j'ai écumé YouTube à la recherche de vidéos traitant de mystères, de paranormal, d'images étranges ou inquiétantes. Mais j'ai été rapidement frustré puisque j'y ai découvert plusieurs types de travaux ayant des qualités certes, mais aussi beaucoup de défauts à mes yeux. J'ai rencontré plusieurs cas de figure. D'abord les vidéos traitant de sujets en les survolant, avec un narrateur souvent peu impliqué et un montage peu inspiré, avec parfois même une vidéo de fond d'un jeu vidéo n'ayant aucun rapport avec le sujet. N'oublions pas les miniatures souvent horribles et flippantes, n'ayant aucun rapport avec le sujet lui-même, amenant le curieux à cliquer. J'ai également rencontré des vidéos pour le coup plutôt bien documentées, que ce soit en anglais ou en français, mais n'ayant pas la petite touche creepy vous installant dans l'ambiance que je recherchais. Enfin, sûrement le pire des cas de figure, les vidéos traitant d'images ou de contenu creepy ou paranormal vues et revues, pompées et repompées sur des chaînes américaines. Je rajouterai d'ailleurs que ce contenu vu et revu était parfois clairement identifié comme étant des fakes, et bien évidemment les personnes concernées par manque de recherche, ou volontairement se gardaient bien de le dire. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais réalisé cette vidéo. Bref, au final je cherchais quelque chose d'un minimum documenté, avec un montage suffisamment travaillé pour me divertir et pour m'installer dans une ambiance creepy. Vu que je pratiquais le montage vidéo depuis quelques années en parfait autodidacte, j'ai donc décidé d'essayer par moi-même en tentant de faire quelque chose qui me correspondrait. J'ai donc réalisé quelques vidéos que je qualifierais de vidéos bêta, des vidéos plutôt simples en termes de documentation dans un premier temps, avec une recherche d'identité visuelle et sonore qui me plairait. J'avais en tête de proposer quelque chose de divertissant, et en aucun cas un travail de débunker, de scientifique, de psychologue, d'expert en paranormal ou d'historien. L'idée était également bien entendu de partager mon travail et de communiquer avec les spectateurs autour de celui-ci. Concernant la série des 5 photos terrifiantes, j'avais choisi ce titre à l'époque pour me moquer un petit peu de tous les titres très racoleurs que j'avais pu rencontrer lors de mes passages sur YouTube dans ce domaine. Car bien qu'étranges ou parfois lugubres, ces images de mon point de vue n'ont rien de terrifiant en tant que telles. Ce sont les histoires et leur contextualisation qui les rendent ainsi. Afin de me dégager un peu plus de ce titre quelque peu racoleur et plutôt que de le changer, j'ai décidé de réaliser un travail de sens et de contextualisation de plus en plus important au fil des épisodes, avec un désir malgré tout modeste d'apprendre des petites choses au spectateur et de lui donner quelques clés pour en comprendre le sens, et de se dégager totalement de cet aspect exclusivement voyeuriste et sensationnaliste que peut amener ce genre d'image parfois très lugubre. Je pense qu'avec les 2 derniers 5 photos terrifiantes, j'ai réussi à obtenir cet équilibre. Il n'y a aucune forme de catharsis dans mon travail ou de réparation d'un événement traumatique que j'aurais pu vivre. J'aime juste l'histoire, les destins d'hommes et de femmes, l'extraordinaire, les traditions obscures. Tout cela a un sens et raconte quelque chose de l'être humain. Nous sommes sur Creepy Machine et mon intérêt pour l'imagerie horrifique et la peur nous emmène forcément vers les aspects les plus sombres de l'homme avec un grand H. Cependant, je reste confiant quant à la capacité de l'humain à faire le bien. Nous sommes les 2 faces d'une même pièce, le blanc et le noir, l'obscurité et la lumière. Comme quelqu'un le suggérait dans les questions, le paranormal n'est pas ce qui m'intéresse en premier lieu. Cependant, j'y apporte un intérêt aussi important que les autres sujets que je veux traiter. L'humain, pour se sentir en sécurité, a besoin de comprendre, d'avoir des certitudes, de croire. Il a besoin également de donner du sens à la mort, car sans cela, comment donner du sens à la vie? L'invisible et l'inexplicable vient donc percuter ce sentiment de sécurité, et réveille chez nous des peurs parfois enfouies, et un besoin de donner du sens à ce fameux passage entre la vie et la mort. Le paranormal vient donc prendre toute sa place dans ma démarche, puisqu'il vient raconter encore autre chose de nous,
de nos peurs et de notre besoin de comprendre. Bien entendu, je n'oublie pas la place qu'il peut prendre dans l'imagerie horrifique par l'intermédiaire d'œuvres et de la culture populaire dont je suis imprégné. J'ai longtemps réfléchi à la manière d'aborder la question du paranormal sur Creepy Machine, mais je me suis rapidement donné un cahier des charges qui était le suivant. Proposer un regard bienveillant, une certaine ouverture d'esprit, tout en gardant un minimum d'esprit critique. N'être donc ni un convaincu, ni un sceptique, ni un zététicien. Faire en sorte que le format soit divertissant, avec un montage propre et élaboré, mais pas trop, afin de proposer le format régulièrement. Enfin, proposer un contenu inédit, et ne pas utiliser des histoires, des photos ou des vidéos vues et revues, et encore moins quand il s'agissait de fakes avérés. C'est comme cela que m'est venue l'idée de Creepy News durant l'été. Je n'ai que peu de prétentions quant à ce format, si ce n'est de divertir et partager les découvertes plutôt étranges du moment. Je pense qu'il faut voir Creepy News comme une porte d'entrée à certains sujets que le spectateur souhaiterait approfondir, que ce soit dans une recherche de vérité ou juste pour le plaisir. Je suis effectivement seul sur Creepy Machine. Des thèmes aux recherches, en passant par l'écriture ou le montage, je travaille seul, ce qui malgré la charge de travail me permet d'avoir un contrôle total sur ce que je choisis de partager et sur l'identité visuelle de la chaîne. Comme précisé un petit peu avant, je ne suis pas un fan de gore, du coup je ne rentre pas dans une forme de surenchère d'histoire ou d'images de plus en plus lugubres. Une image sanglante voire choquante qui n'a rien à raconter est tout de suite exclue. C'est pour cela aussi que j'ai choisi de flouter certaines photos, car malgré leurs histoires très intéressantes, leur aspect choquant n'apportait rien au récit. Cette façon de procéder m'amène à éliminer un très grand nombre d'images. Finalement, comme je l'ai dit juste avant, ce sont plutôt les histoires en elles-mêmes, plutôt que les images qui m'intéressent, bien qu'elles aient leur importance puisque nous sommes sur un format audio mais aussi vidéo. Concernant le choix des thèmes, ils se font au fur et à mesure de mes découvertes et ne suivent pas un ordre précis, et doivent être un minimum documentés. Bien évidemment, je tente de proposer des matériaux qu'on ne voit pas partout. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a certains thèmes ou histoires que je ne choisis pas de traiter pour le moment, car ils sont déjà bien connus de mon point de vue. Je pense par exemple à l'histoire du col de Dyatlov, ou la supposée expérience russe sur le sommeil. Par rapport aux sources que j'utilise et que je trouve sur internet, dans des journaux et parfois dans des livres, je tente toujours de les croiser pour en sortir le récit le plus juste, ou tout du moins le plus probable. Je tente de remonter à chaque fois vers la fameuse source originelle, ce qui est parfois très difficile voire impossible. À ce sujet, je vous conseille d'ailleurs la chaîne d'hygiène mentale, qui traite notamment de la question des sources et de l'esprit critique. Il aborde également les questions de la zététique en rapport avec le sujet du paranormal. La question des sources pour Creepy News est moins problématique, dans le sens où le format présente des faits supposés, des hypothèses, mais n'affirme aucune certitude de tel ou tel phénomène. Bien évidemment, je tente bien sûr de croiser les sources, de remonter le plus haut possible. Comme précisé juste avant, Creepy News est là pour divertir, mais aussi donner quelques clés. Après, libre au spectateur de chercher les portes correspondantes, d'en trouver de nouvelles et de creuser la question. Concernant les autres formats, et notamment pour Histoire vraie et 5 photos terrifiantes, je suis un peu plus exigeant avec moi-même, puisque dans ces cas je transmets des histoires et des faits tels qu'ils se seraient déroulés, en respectant une certaine chronologie. Le travail de recherche, de recoupe d'informations et de sources que je considère comme fiables est donc plus important et exigeant. Enfin, je n'ai jamais considéré être allé trop loin dans mes recherches, puisque quand je tombe sur un site louche, je le quitte immédiatement. C'est très difficile de répondre à cette question, puisque je suis plutôt exigeant avec moi-même, et peut prendre beaucoup de temps pour juste régler certains détails. Je dirais que pour un 5 photos terrifiantes, cela se compte en plusieurs dizaines d'heures, entre les recherches, l'écriture, l'enregistrement, les effets et le montage. Après 30 ou 40 heures, je peux pas vraiment vous dire. Pour Creepy News, je chiffrerais cela entre 10 et 15 heures. Cela dépend de l'actualité qui peut parfois être plutôt calme. Bien sûr, il faut rajouter à cela mes recherches en parallèle pour de prochains sujets. Donc oui, Creepy Machine me demande pas mal de travail et d'investissement. Alors concernant les montages, ils sont réalisés par moi à 100%. Concernant certains effets visuels, j'avancerai le chiffre de 90% pour ceux qui connaissent After Effects. Il m'arrive parfois d'utiliser ce qu'on appelle des presets, qui en les manipulant peuvent amener à aboutir à un effet que l'on désire. Il m'est également arrivé d'utiliser ce qu'on appelle un template, lorsque celui-ci me plaisait. Cependant, souhaitant avoir le contrôle sur l'identité de ma chaîne, je les modifie souvent en profondeur, que ce soit visuellement, en termes d'animation ou d'effets. Pour vous faire une idée, le titre ainsi que les différentes transitions dans le dernier 5 photos terrifiantes sont entièrement de moi, du visuel en passant par l'animation. L'aspect visuel général de Creepy News est également de ma création. L'habillage du 5 photos terrifiantes spécial fait divers, lui par exemple, vient d'un template dont j'ai modifié certains calques, les couleurs, l'animation, certaines images et rajouté quelques effets. Globalement, je réalise la majorité des choses moi-même, sauf lorsque je tombe sur un effet ou un template qui me plaît et qui me ferait gagner du temps, ce qui est finalement plutôt rare. Donc pour conclure là-dessus, je travaille sur After Effects et Adobe Premiere de manière non professionnelle et en parfaite autodidacte.
Mon ordinateur est correct, bien que je sois parfois limité et ralenti sur After Effects, un logiciel génial mais assez lourd et très gourmand en puissance de calcul, dès que je m'attaque à des effets élaborés. Si vous arrivez jusqu'à ce moment de la vidéo, vous avez dû comprendre que je n'étais pas un croyant ni un zététicien. J'accepte l'idée que certaines choses puissent demeurer inexplicables, et ce peut-être pour toujours. C'est pour cela que je n'ai jamais fermé la porte au paranormal, qui malheureusement n'est pas toujours pris très au sérieux. À côté de cela, on critique souvent les zététiciens pour leur rigueur, et on les qualifie même parfois de sceptiques intégristes à tort, car si l'on souhaite que le domaine du paranormal, de manière générale, soit pris un jour au sérieux, cela ne pourra se faire sans ces fameux zététiciens et leurs protocoles scientifiques. Pour résumer la chose, je me décrirais comme ouvert, mais pas naïf. Je n'ai aucune certitude ni croyance dans quelconque phénomène paranormal, mais je n'exclus pas leur existence. La seule croyance que j'ai, oui car c'est une croyance jusqu'à preuve du contraire, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et vous? Êtes-vous plutôt croyant, sceptique, ou entre les deux comme je le suis? Là tout de suite, je dirais non. Cependant, j'ai le souvenir d'une expérience plutôt marquante lorsque j'étais plus jeune. Un membre de ma famille vivant dans le sud de la France habitait une sorte de petit manoir datant du XVIe siècle. Une vieille bâtisse marquée par le temps mais qu'il tentait malgré tout d'entretenir avec ses moyens. J'y passais de temps en temps des vacances. C'est un phénomène difficilement explicable, mais lorsque l'on rentrait dans cette vieille maison, on sentait tout de suite à quel point ce lieu était chargé d'histoire et avait dû être le théâtre d'un nombre d'événements considérables. Autant vous dire que pour descendre aux toilettes la nuit, je ne perdais pas mon temps à flâner dans les couloirs. Et pour couronner le tout, je savais qu'il y avait des oubliettes dans une des pièces au fond du couloir. Le dernier étage et les combles de la bâtisse étaient condamnés, parce que les travaux pour les rendre habitables étaient bien trop importants. Et forcément, lors d'une nuit juste au-dessus de ma chambre, j'ai entendu des bruits de pas venant de ce fameux étage condamné. Une dizaine de pas francs et plutôt lourds. Je n'ai eu l'occasion de vivre cette expérience qu'une seule fois seulement. La lourdeur des pas m'ont fait exclure un potentiel animal, même gros. Le lendemain, j'ai expliqué avoir entendu des bruits au-dessus de la chambre, et ce membre de ma famille m'a dit alors que cela n'avait rien d'étonnant, puisque des chats-huants, ou si vous préférez des chouettes, avaient élu domicile dans les combles. Autant vous dire que je n'avais pas été très convaincu par cette explication. Avec le recul, je pense sans doute à des bruits issus de la maison elle-même. On sait que le bois travaille selon les températures, ou même le taux d'humidité, et peut générer des bruits, et ce encore plus dans une demeure aussi ancienne. Et vous, est-ce que vous avez une anecdote à partager sur un événement troublant qui vous sera arrivé ? Je n'ai pas vraiment de phobie, par contre j'ai une crainte, et non une peur panique, des endroits très exigus. Voir des vidéos de spéléologie par exemple me rend très mal à l'aise, surtout quand je les vois glisser dans des trous de souris. J'imagine toujours le pire et me vois coincé à l'intérieur sans pouvoir avancer ni reculer. Aussi je supporterais sûrement très mal d'être enfermé dans un coffre de voiture. Au final, mon pire cauchemar serait sans doute de me réveiller dans un cercueil enterré sous la terre. Vous trouvez ça creepy ? Eh ben moi aussi. Concernant un cauchemar en particulier, je vous citerai celui que je faisais tout petit, et dont je me souviens encore. Je rêvais alors que la nuit, pendant mon sommeil, des mannequins de magasins de vêtements venaient m'agresser, en sortant de mes placards et du dessous de mon lit. Ils marchaient sur les murs et au plafond, un peu comme des araignées. Leur visage inexpressif, leur tête chauve, leur peau lisse comme de la porcelaine me glaçait le sang. Avec le recul, je pense que cette peur à cette époque venait d'un phénomène très connu, à savoir la vallée dérangeante, une théorie de la robotique qui explique que plus un être synthétique sera similaire à un humain, plus ses imperfections nous paraîtront monstrueuses, créant chez nous un fort malaise. Et vous, quelles sont vos phobies et vos pires cauchemars ? Je serais curieux de voir vos réponses. Je resterai volontairement très flou sur cette question, puisqu'en touchant à la foi, on touche également à l'intime, de mon point de vue. Sachez seulement que je pense qu'il y a en effet quelque chose au-dessus de nous, dépassant sans doute nos capacités de compréhension, et qui fait que l'univers tel qu'il est ou tel qu'on le perçoit n'est pas un hasard. En ce qui concerne Dieu, les démons ou autres croyances, sachez que je les respecte, comme je respecte les personnes n'y croyant pas du tout. Comme précisé, la foi et nos croyances sont de l'ordre de l'intime, et n'ont aucune raison d'être jugées, à partir du moment où on ne cherche pas à les imposer à qui que ce soit. Je vous ai parlé au préalable du cultissime L'Exorciste, et aussi de l'échelle de Jacob. Difficile d'en nommer un seul, je vous en donne donc quelques-uns étant dans la capacité d'en choisir tellement j'en ai vu. J'aime Old Boy, version coréenne. Ce n'est pas un film d'horreur, mais plutôt un drame assez creepy, avec une fin déchirante et une superbe réalisation. J'aime également le premier Hellraiser, et les fameux Cénobites. Je les ai déjà nommés, mais La Mouche et Alien sont également cultes pour moi. J'ai déjà cité The Descent, et je rajouterai L'Emprise, L'Antre de la Folie et L'Exorciste 3, et j'en passe. Pour citer quelque chose de plus récent, j'ai apprécié VHS 1 et 2, des compilations de found footage plutôt inégales, mais avec vraiment de très bonnes idées.
Enfin, dans le genre second degré et grand guignolesque, j'adore la saga des Evil Dead, que je préfère à Branded, bien qu'il soit lui aussi très drôle. J'ai d'ailleurs été très gâté par les 2 saisons de la série H vs Evil Dead, que j'ai trouvé tout simplement excellente et délirante. Et vous, est-ce que vous avez un film culte? Mon manga préféré est Berserk, où on suit les aventures de Guts, un guerrier maudit en quête de vengeance dans un univers de dark fantasy de type médiéval. Pour le coup, c'est un manga très gore, mais le réduire juste à cela serait vraiment dommage. Véritable épopée dans un monde gangréné par la violence et les démons, Guts n'est pas un héros, mais une âme en souffrance. C'est un manga plutôt pessimiste et qui décrit l'homme sous ses aspects les plus sombres. Il est à noter que la direction artistique est souvent superbe, et que les monstres sont particulièrement travaillés. Leurs monstruosités viennent d'ailleurs dire quelque chose de l'être humain. Enfin, lui ayant dédié une vidéo, difficile de ne pas parler de Junji Ito, et de sa patte artistique si particulière et si étrange. Mon cœur balance entre Tomie et Uzumaki. Et vous, quel est votre manga préféré? Silent Hill 2 est sûrement le jeu vidéo qui m'a donné la plus grande claque de ma vie. Ici, pas d'effusion de sang, ni de gore grand guignolesque, mais des personnages profonds, un univers familier mais en même temps si perturbant qu'il transpire le malaise. De la mélancolie, un scénario touchant, avec une fin qui vous percute, une ambiance sonore et des musiques cauchemardesques, des thèmes matures et une profonde intelligence dans le propos même du jeu. Bref, Silent Hill 2 démontre à quiconque que le jeu vidéo peut être une œuvre, et que créer un sentiment de peur et de malaise chez les joueurs est tout un art. Et vous, quel est le jeu vidéo qui vous a le plus marqué? Je lis bien sûr des livres, mais pas autant que je le voudrais. Le dernier en date est Tengu, de Graham Masterton, un auteur écossais considéré comme un des maîtres de l'horreur, au même titre que Stephen King. Masterton part souvent de légendes et de croyances déjà inscrites dans la culture populaire, ou la culture tout court. La construction de ses ouvrages et la narration qu'il propose est souvent plus directe que le style Stephen King, qui met généralement plus de temps pour mettre en place des histoires. Cependant, attention, le style Masterton est cru et violent, et peut paraître très descriptif et détaillé quand il s'agit de montrer les sévices qu'il fait endurer à ses personnages. Il est à noter que parfois ces livres sont ponctués de scènes de sexe explicites et sans aucun filtre. Je vous aurais prévenu. Masterton est destiné à un public adulte qui sait où il met les pieds. Pour revenir au livre plus précisément, les Tengu sont des créatures mystiques issues du folklore japonais. À travers toute une galerie de personnages, nous allons assister à une quête de vengeance, dont le point de départ a un rapport avec ce qu'il s'est passé les 6 et 9 août 1945 au Japon. Rythmé, bourré d'action, j'ai plutôt apprécié sa lecture. Ce n'est sans doute pas le meilleur Masterton, mais les thèmes qu'il traite sont intéressants. Bien évidemment, en ce qui concerne le cinéma, la lecture et les jeux vidéo, je ne me nourris pas exclusivement de creepy, loin de là. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de jouer à Final Fantasy XV pour ceux qui connaissent, je découvre la série Big Bang Theory, une série plutôt rigolote, et je suis la série South Park depuis des années. Autant vous dire qu'on est assez éloigné de l'univers de la chaîne. Comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup le montage et expérimente également régulièrement de nouvelles choses, en dehors de la chaîne Creepy Machine. Si je devais citer une passion en particulier, ce serait celle concernant l'espace et l'univers. Je dévore régulièrement des lectures et des documentaires de vulgarisation scientifique, traitant aussi bien de la théorie des cordes, de la physique quantique, de l'astronomie, de la relativité, ou des vies incroyables des plus éminents scientifiques qu'ait notre planète. Au final, je trouve ce domaine incroyable et parfois bien plus perturbant et déstabilisant pour nos modes de pensée que d'imaginer un fantôme se matérialiser devant nos yeux. Enfin, j'aime aussi beaucoup la musique et je suis un grand amateur de concerts depuis mon plus jeune âge. Mon genre préféré est le métal, et plus particulièrement le son de Göteborg des années 90-2000, à savoir le death mélodique, à la grande époque d'At the Gates, Dark Tranquillity et d'In Flames, un groupe qui s'est d'ailleurs drôlement assagi depuis quelques années. Bon, j'en imagine déjà à se demander ce que je peux bien raconter. Le métal est un genre de musique qui me va bien depuis des années, car finalement très varié dans les innombrables sous-genres qui la constituent, allant de la balade intimiste et mélodique, au déchaînement de fureur drapée de distorsion qui ne sera que du bruit pour une personne non initiée. J'écoute un très grand nombre de groupes et de sous-genres, et me déplace volontiers en concert lorsqu'un groupe me plaît. Et vous, quel est votre style de musique ? L'identité de la chaîne ainsi que le standard de qualité des formats que j'avais en tête en créant Creepy Machine sont, je pense, effectifs depuis fin août, depuis la vidéo sur les 5 photos terrifiantes et leurs histoires spéciales faits divers. Bien sûr, il est toujours possible d'améliorer les choses. Cependant, mon objectif sera de rester cohérent avec ce nouveau standard, aussi bien visuellement que d'un point de vue sonore. L'année 2017 s'annonce plutôt chargée pour moi, aussi bien personnellement que professionnellement. Il sera donc très difficile pour moi d'augmenter mon rendement. Car comme vous l'avez vu, chaque vidéo me prend pas mal de temps, et je ne souhaite pas bâcler mon travail. Toutefois, je compte continuer sur ma lancée en proposant un Creepy News toutes les 2 semaines, entrecoupé parfois de nouvelles vidéos, dans les formats que vous connaissez déjà, comme je le fais depuis début septembre. Donc pour résumer, pas de baisse de rythme de sortie normalement, ni d'augmentation.
J'ai quelques personnes qui m'ont contacté par message privé pour savoir si j'acceptais les dons ou si j'allais ouvrir un compte Tipeee, comme beaucoup d'autres youtubeurs. Bien que ce travail me demande beaucoup de temps et d'investissement, l'acceptation de dons ou la création d'un compte Tipeee ne sont pas à l'ordre du jour pour le moment. Donc de ce côté-là, aucun changement. Pour conclure, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu de réponse à leurs questions. J'en suis désolé, mais dites-vous qu'elles trouveront peut-être leur place dans une nouvelle FAQ d'ici quelques mois. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires aux quelques questions que je vous ai posées. S'il y a un nombre suffisant de réponses, ce sera peut-être l'occasion d'en faire une petite vidéo. Je tenais à remercier Beyond the Sea pour m'avoir autorisé à utiliser quelques-uns de ses morceaux de musique pour cette FAQ. Je vous invite à aller écouter son EP sur le lien Bandcamp qui est disponible dans la description. Ensuite, peut-être que certains d'entre vous sont devant cette FAQ grâce à Tracker Spirit, alias Fab, qui a gentiment parlé de Creepy Machine sur une de ses dernières vidéos. Je l'en remercie et vous invite à consulter sa chaîne dans la description si vous êtes amateur de chasse aux fantômes ou si vous souhaitez tout simplement le découvrir. Enfin, je voulais produire un remerciement tout particulier à Ben Alone, qui suit Creepy Machine depuis un moment, qui m'encourage et qui n'hésite pas à parler de la chaîne régulièrement autour de lui. Appréciant sa personne, mais aussi son travail en tant qu'enquêteur en paranormal, je vous invite à consulter sa chaîne YouTube et Vimeo, ainsi que son Facebook. 2 enquêtes sont disponibles et une 3e est en cours de montage. Il participe également au projet Obscur, en tant que caméraman. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description. La chaîne Creepy Machine sera en pause durant les fêtes et reviendra courant janvier avec du nouveau contenu. Si vous souhaitez être informé de l'actu de la chaîne, je vous invite à vous abonner à mon Facebook et à mon Twitter où je communique régulièrement de nouvelles infos. Enfin, je vous remercie encore pour vos questions, vos encouragements et votre fidélité. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez un petit peu mieux cerné ma démarche. En attendant, faites de beaux cauchemars.